Bienvenue à cette dernière émission du festival Octosport. Et avant de faire l'ouverture, je vais immédiatement remercier l'équipe d'Olivier Dulac et la CAPNU du CREPS ici de Toulouse qui nous permet de réaliser cette émission avec la captation d'images et son. Voilà, merci à Clémence et Thaïs pour le travail. Et puis également remercier les collègues de Clermont-Ferrand qui nous permettent donc de diffuser sur la plateforme Vidéodiff. Merci à eux pour nous permettre aujourd'hui de diffuser cette émission en partenariat avec l'ADRAIO, la Direction régionale académique de l'information et de l'orientation, sur le site de Toulouse. Alors, c'est une émission qui est dédiée au métier du sport et à l'orientation vers les métiers du sport. Et aujourd'hui, autour de moi, sur ce beau plateau, que du beau monde. Alors, je le dis à chaque fois, mais aujourd'hui, c'est vrai. Voilà. Dans le fonctionnement, on va avoir deux parties. Une première partie, on va parler équité, égalité des chances, et puis une partie témoignage. Pour cela, on va d'abord présenter Madame Dupinloup. Donc, Madame Dupinloup, je vais vous laisser vous présenter, et puis après, on rentrera un petit peu dans le vif du sujet, juste pour bien qu'on soit au clair. Le principe de l'émission, c'est à la fois de la présentation, mais de l'interaction. Vous avez effectivement un chat, donc une boîte de dialogue sur laquelle vous pouvez poser vos questions qui seront posées à nos invités aujourd'hui. Et puis, on aura tout au long donc, de cette heure et demie, 1h30, 1h45 d'échange, un maximum d'informations pour mieux s'y connaître sur les métiers du sport, donc essentiellement ce qu'on va appeler les métiers cœur de métier, enfin les cœurs de métier, et puis les métiers pour le sport, donc les métiers qui viennent se mettre tout autour. Alors, Madame Duparlou, bonjour. Bonjour. Voilà, merci beaucoup d'abord de votre participation. Première question comme ça, cette émission, comment cette émission s'inscrit-elle dans la politique éducative d'orientation du service que vous menez? Alors, bon, déjà, merci beaucoup de nous accueillir. Donc, Carole Dupanloup, je travaille au sein de la DRAIO, donc on a des directions régionales académiques pour l'information et l'orientation, et j'ai particulièrement en charge l'affectation des élèves et le suivi de cette affectation. Par rapport à cette émission, elle s'inscrit tout à fait dans le cadre du plan Avenir que nous mettons en place au sein de la DRAIO, mais aussi accompagné par tous les corps d'inspection et tous les chefs d'établissement. Et l'objectif premier, c'est l'orientation des élèves qui devient une véritable priorité avec le plan Borne et permettre à ces élèves, non pas de connaître des métiers, de connaître juste le nom des métiers, mais d'en appréhender également le contenu et dire à tous ceux qui les accompagnent, mais que ce soit des partenariats ou que ce soit les équipes éducatives, donner l'envie, accompagner pour acquérir des compétences à s'orienter et donner l'envie aux élèves de découvrir des métiers puisque bien trop souvent, ils s'enferment dans, leur proximité, familiale et il manque d'informations, à ce sujet. D'accord, donc là, le plan à venir et le parcours à venir donc, place l'orientation comme une mission éducative à part entière. Tout à fait. Les trois principes structurants donc, de cette politique, si on peut les redonner ou les repréciser. Oui, brièvement, hein, sans décliner la totalité du plan Borne, donc donc de ce plan à venir, il y a 3 grands principes qui régissent, notre action, actuellement au niveau de l'académie, mais au niveau aussi, national, bien évidemment. Le premier, on le développera tout à l'heure à travers les témoignages, c'est donc, tout ce qui concerne l'égalité, filles-garçons, puisqu'on voit que on est loin encore d'avoir des résultats satisfaisants, quel que soit le domaine, regardé. Et aussi, l'égalité de traitement, hein, égalité de traitement et madame, pourra aussi, témoigner tout à l'heure. Le deuxième grand principe tout simplement, c'est, tout ce qui concerne, l'entrepreneuriat, l'envie, la motivation, l'envie de faire, l'envie de découvrir.
Et puis le dernier point, concerne tout ce qui, a trait à la notion de parcours. Tout ce qui est, envisager non pas une formation l'une après l'autre, mais envisager un parcours et aussi le droit à l'erreur. Voilà. Donc effectivement, et on aura après nos témoins qui Tout à pourront fait. effectivement et qui viennent ici pour parler à la fois de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu, des parcours sur lesquels ils ont pu passer. Concrètement, pour les élèves et pour les équipes éducatives, ça peut se traduire comment? Alors très concrètement, donc je reviens encore à ce plan Born, hein, qui vraiment est l'ossature de notre action. Il y a, 6 mesures, 23, enfin 6 priorités et 23 mesures qui se déclinent tant au niveau, des chefs d'établissement qui ont reçu une formation et sur tout ce qui va se mettre en place en termes de plateforme, la faisabilité et la mise en œuvre d'un plan pluriannuel, d'orientation dont vous devez, déjà être, d'ailleurs, Au travail. en travail, voilà. Et puis, pour les élèves, c'est, la mise en œuvre de découvertes un petit peu plus, en tout cas de mesures qui permettent de découvrir plus en avant les métiers. Et quand je disais tout à l'heure, non pas connaître les métiers, mais en connaître le principe. Et puis, il faut pas oublier que, au-delà, de la formation, au-delà de la qualification, on est sur aussi, une problématique d'insertion. Il suffit pas de se former, d'accompagner nos élèves vers un diplôme. Il faut aussi en garantir l'insertion. Et là, c'est actuellement une préoccupation majeure. Alors effectivement, et on y reviendra en fin d'émission, notamment sur le rôle du campus des métiers et des qualifications, sur cette partie effectivement de filière économique. Quand on parle de filière, on parle d'insertion. S'il n'y a pas d'emploi, ça devient tout d'un coup plus compliqué. Alors, à côté de vous, nous avons Monsieur Redon et puis Madame Boistard. On va les présenter l'un après l'autre. Monsieur Redon, proviseur adjoint. Tout à fait, bonjour. Merci beaucoup de votre invitation. Sébastien Rodon, proviseur adjoint du lycée Joséphine Baker, un établissement donc toulousain, de la métropole toulousaine, même de la ville de Toulouse. Non. Alors, en tant que proviseur adjoint, une multitude comme ça comment dire, de casquettes, d'actes au quotidien à mener, et donc l'orientation en fait partie. À l'intérieur du lycée Joséphine Baker, vous avez ce qu'on appelle une EDS, un enseignement de spécialité. Oui, on a un enseignement de spécialité dit rare, puisqu'il y en a un par département dans l'académie, dont deux par contre en Haute-Garonne, vu la densité donc, d'élèves. Et notamment au lycée Joséphine Baker, on a l'enseignement de spécialité EPPCS, donc éducation physique et lien avec donc, la culture et pratique sportive. Alors cette EPPCS, effectivement, il y en a une par département. Brièvement, on l'a choisi. Pourquoi faire? Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième question, et je ne veux pas que ce soit un peu gratté, mais la représentation, puisqu'on parlait d'égalité filles-garçons, la représentation, le nombre de filles, si vous l'avez. Alors oui, la représentation. Bon, déjà, l'établissement lycée Joséphine Baker, lui, a peut-être une particularité. C'est que nous avons 60% de filles dans nos effectifs. Donc, on a une représentation, une surreprésentation des filles. Et cela a certainement aussi un enjeu pour nous, pour notre orientation. Et à l'échelle de l'établissement, on a à peu près 35 élèves en première qui prennent la spécialité EPPCS et un peu moins de 35 élèves en terminale. Et au total, on a 43% de filles qui prennent cet enseignement de spécialité, sachant qu'à l'échelle académique, c'est 30% qui représentent les filles. Et à l'échelle nationale, c'est que 20% des filles qui prennent la spécialité EPPCS. Donc c'est vrai que nous, on a dans notre établissement, du lycée Joséphine Baker, une surreprésentation par rapport aux données nationales de filles. Alors, effectivement, on le verra après sur le plateau, mais on a ici Madame Boistard avec Madame Dupinloup, nous avons deux femmes sur le plateau et nous sommes 2, 4, 6
hommes. Donc on va dire on est dans les quotas, mais est-ce que finalement c'est vraiment représentatif? Je sais, nous, dans la filière sport, c'est 35%, et il y a un vrai effectivement enjeu, vous le disiez. Alors du coup, comme ça, de manière, comment on lutte en fait contre ces déterminismes pardon, sociaux? Vous, Ben, pour avoir ces pourcentages-là? La lutte, en tout cas, c'est une politique d'établissement qui était bien ancrée avant que moi j'arrive, hein. Donc, c'est vraiment je veux dire dans la politique et même dans l'ADN du lycée, Joséphine Baker. Il y a donc nous avons 3 sections, sportives et dont 2 sont, liées donc au sport, féminin puisque nous avons une section sportive foot féminin, avec 24 effectifs et on a aussi un pôle espoir avec, le basket féminin. Donc là déjà, nous on a déjà une coloration, féminine dans l'approche, du sport et puis, c'est, aussi de permettre, l'ambition, la façon dont est travaillé avec les équipes parce que c'est avant tout aussi, les professeurs, hein, que donc je rends hommage parce que c'est eux qui, mènent toute une politique et leur éducation pour permettre l'accès, au sport. On cherchait, c'est lutter aussi contre, comme vous dites, contre des déterminismes parce que, de manière genrée, les garçons, sont moins dans l'inhibition que les filles et finalement dans l'enseignement qui est proposé par rapport aux enseignants, ça, il y a une grande natation qui est portée. Les filles sont souvent plus actrices qu'autrices et ça se manifeste notamment par les garçons donc vont spontanément donner des réponses sans réfléchir, mais c'est pas lié au domaine du sport, hein, on le voit avec le plan mathématique aussi, il y a moins d'inhibition. Et c'est lever cette inhibition et l'accompagnement, donc permettre la parole dans l'organisation des enseignements, mais c'est permettre aussi l'engagement des filles, parce qu'il y a moins d'ambition, c'est une généralité, mais que l'on retrouve aussi dans le PPSS, dans le domaine du sport. C'est donc permettre aux filles d'avoir leur place, c'est ne pas dire aussi que dans le domaine du sport, en tout cas nous dans notre spécialité, c'est pas se dire ben oh c'est la spécialité du sport, pas du tout, pas du tout puisque il y a un tiers de pratique sportive dans cet enseignement de spécialité, 4 heures en première, 6 heures en terminale. C'est aussi un tiers d'analyse, de réflexion et un tiers donc de communication. Donc là, c'est vrai que pratiquer, analyser, communiquer fait partie de ces 3 champs. Dans, pour pratiquer, effectivement, les garçons sont peut-être un peu plus proactifs, les résultats meilleurs. Par contre, communiquer, analyser, on voit que les filles, là, elles sont bien meilleures. Alors je vois madame, à côté de vous, madame Bott. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous réfléchissez effectivement à votre réponse, mais je la vois très concentrée sur votre discours. Comment on y rentre en fait dans ce PPCS? Si on peut donner juste comment on fait pour ces jeunes qui voudraient rentrer en EPPCS, ils vous écrivent, ils vous envoient un mail? Alors, pour la spécialité EPPCS, il ne s'adresse pas directement aux établissements. Donc là, bon, je porte la voix du lycée Joséphine Baker, mais je ne fais pas la promotion Non, du bien sûr. lycée Joséphine Baker. Du tout. Mais allez-y quand même. Donc, merci. Voilà, comme ça permet de voir. Mais donc, non, comment les jeunes garçons, les jeunes filles peuvent aller vers la spécialité EPPCS? Tout simplement, au moment des choix, en fin de seconde, eh bien, ils vont se diriger vers une plateforme qui va permettre, donc, par rapport à l'orientation, l'affectation, se dire, je veux une première générale, Ouais. et quel choix de spécialité. Et ils savent que c'est tel ou tel établissement qui a cette spécialité, et donc font des choix, des vœux pour intégrer tel ou tel établissement. Voilà. Et une commission aura lieu pour les enseignements oraux. C'est une commission papier. D'accord. Et donc, alors je me permets de vous poser la question parce qu'il faut bien dissocier le PPCS, qui est une spécialité, de la section sportive, qui, elle, est un autre dispositif porté par d'autres partenaires au niveau de l'établissement. Voilà, c'est juste pour éclairer effectivement ces deux domaines, en fait. Complètement, donc On est oui. Oui, et puis là, je peux pas parler, mais effectivement, en plus, le troisième volet du sport scolaire, l'association sportive, l'UNSS, oui, il y a différents champs, effectivement, qui sont impliqués dans le sport et qui est complètement différent. Bon. Merci, monsieur Redon. Alors,
On reviendra quelquefois là-dessus. Je vois nos trois futurs témoins qui effectivement écoutent avec beaucoup euh, de précision tout ce qui est en train de dire, mais on va juste pour le moment passer à, on va juste passer à Madame Bosta. Bonjour, bonjour Madame Bosta. Bonjour, Comment allez-vous? très bien, merci. Merci d'être là. Donc là, pareil, une présentation. Vous êtes directrice d'une ligue régionale qui est la Ligue Occitanie de sport adapté. Tout à fait, effectivement. Donc, Marion Boistard, directrice de la Ligue Sport Adapté Occitanie, comme vous l'avez indiqué. Donc, nous, on est un organe déconcentré d'une fédération, donc la Fédération française du sport adapté, qui œuvre sur le champ du parasport. Et dans le parasport, nous, on a aussi une spécialité. On travaille avec les publics avec un trouble du neurodéveloppement et un trouble psychique, ou un trouble psychique. Donc, on est vraiment sur du handicap moteur, mental et du coup du handicap psychique. Voilà, et vous parlez du handicap moteur. Moi, j'aime bien me poser cette question parce qu'effectivement, on a, nous, déjà eu l'occasion de travailler ensemble, mais sport adapté, handisport, pareil. Complémentaire. Dans le champ du parasport, effectivement, il y a de nombreux acteurs sur le volet fédéral. L'idée aujourd'hui n'est pas de faire un cours sur effectivement le mouvement sportif, mais il y a deux fédérations historiques, donc la fédération handisport qui œuvre sur le champ plutôt du handicap du coup moteur et du handicap sensoriel, et du coup la fédération sport adapté qui elle œuvre pour le handicap, comme je disais, mental et handicap psychique. Et il y a d'autres fédérations aussi. Nous, on est deux fédérations donc historiques, mais aussi multisports. Et il y a d'autres fédérations unisport qui œuvrent aussi sur le champ du parasport et qui, depuis une quinzaine d'années, mènent une politique dans ce sens-là. Voilà, alors, c'est quand même important parce que le champ du sport est quand même un champ à 65% porté par le milieu fédéral. Donc, il faut quand même effectivement pouvoir en parler pour connaître ça. Et puis après, il est porté par de l'auto-entrepreneuriat, et là on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure, et par des structures, des entreprises plus ou moins importantes en termes de taille de salariés. Alors, vous, au niveau de la Ligue Sport Adapté, on est dans les mêmes proportions en termes de représentation femmes-hommes au niveau des salariés? Alors, pas du tout. Nous, on prend le contre-pied. C'est pour ça qu'effectivement, je réfléchissais pendant l'intervention de mon voisin. Donc, nous, on est vraiment à une forte dominante professionnelle féminine, puisque du coup, au niveau de la Ligue, par exemple, donc on a deux antennes, une antenne au nord de Toulouse à Balma et une antenne à Montpellier. On est 8 salariés. Sur ces 8 salariés, il y a 6 femmes, 2 hommes. Et si je zoome sur mes collègues qui sont sur les territoires, là, on est sur une proportion. Là, on disait sur 25% au niveau régional, et sur le territoire, on est sur 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de femmes et 1 tiers du coup d'hommes. Donc, on est plutôt sur une professionnalisation féminine sur le sujet du parasport et du parasport adapté. Très bien. Pour avoir cette proportion-là, évidemment, il n'y a pas de critères à l'embauche, voilà, on est d'accord. Les métiers, ça représente essentiellement quel type de métier? C'est de l'encadrement, c'est de... Alors, sur des échelons vraiment régionaux, départementaux, on est vraiment sur des gestionnaires de projets. Il y a un peu d'encadrement, on est principalement quand même sur l'ingénierie de projet, répondre à des appels à projets, créer de l'activité. On a aussi un volet événementiel. Sur nous, le volet régional, on a aussi un volet assez fort et unique finalement par rapport à l'écosystème national sur le champ du parasport et du parasport adapté, parce que nous, on est maison sport santé, donc on a aussi cette entrée-là qui est quand même importante, et on a un organisme de formation, donc on a vraiment un peu 3 champs: l'événementiel, par l'accès à la pratique de l'activité physique pour ces publics, le volet formation, qui s'adresse tant aux professionnels d'ailleurs qu'aux personnes concernées par le handicap, et un volet vraiment une politique sport santé. Voilà. Alors justement, et je fais le lien également avec monsieur Redon et notamment le PPCS, si dans le PPCS, il y a aussi tout un volet autre que la pratique sportive à proprement parler, on parle de culture, notamment, c'est parce que quand on est dans des métiers comme le vôtre, dans des fédérations, on a aussi besoin d'avoir un champ large et pas uniquement une pratique, d'autant que vous êtes multisport, donc on ne peut même pas avoir une pratique d'unisport. Et effectivement, on a quand même une diversité de missions et donc de compétences.
Donc ça va, comme je disais, de la gestion de projet à être capable aussi d'encadrer, notamment sur du volet événementiel, d'avoir une démarche aussi de communication, une démarche, un petit peu plus, financière. Donc c'est assez varié, et plus on zoome en fait sur les territoires, donc là, moi je suis au niveau régional, mes collègues départementaux et ensuite on descend sur l'échelon donc associatif. Eux, on va vraiment retrouver vraiment de plus en plus de l'encadrement. Mais nous, on est vraiment sur un volet un peu plus macro et un peu plus stratégique et gestionnaire de projet. D'accord. Là, on est sur des profils plutôt salariés. Mmh. Il y a du bénévolat également Bien dans nos sûr. ligues et nos comités et nos clubs. Vous avez une proportion à peu près femmes-hommes là sur. Effectivement, nous, on est une entité associative, hein, donc la gouvernance est exercée par des bénévoles. Et là, par contre, on a une majorité, effectivement, en tout cas, nous, sur l'échelon sport adapté régional, une majorité d'hommes présents. On est sur pareil, deux tiers, un tiers. Là, deux tiers d'hommes et un tiers de femmes. Très bien. Alors, du coup, je vais vous poser deux questions. Un, votre parcours. Mhm. Alors, comment on arrive à être directrice en fait d'une ligue, parce que vous faites partie de ces femmes directrices de ligue régionale. Et puis sur un deuxième aspect, c'est comment, ou si vous aviez vous des idées à donner sur essayer de valoriser et de renforcer en fait cette féminisation dans nos structures. Oui, Donc, votre effectivement. parcours d'abord et après le. Ouais. Donc effectivement, moi j'ai un parcours STAPS, donc j'ai fait une licence et un master en activité physique adaptée. Après j'ai fait un master plutôt sur le volet santé et santé publique notamment, toujours dans la filière STAPS. Et d'ailleurs ça se retrouve beaucoup aussi sur mes collègues au niveau régional et aussi au niveau départemental. Donc on a la double casquette, encadrant, et du coup, coordinateur de projet, ce qui ouvre quand même effectivement, pas mal de champs. Et sur le volet, du coup, donc sport adapté, mais de façon plus largement, sur le mouvement sportif et le mouvement fédéral, c'est vrai que les postes de direction sont assez récents, hein. Si je prends l'exemple encore une fois de ce que je connais, qui est celui du sport adapté, au niveau national, sur les ligues régionales qui existent, les missions de direction, ça a moins de 5 ans. Donc c'est quand même un tout nouveau aussi, projet, même si la mission de direction existe depuis bien longtemps. Mais en tout cas, au sport adapté, elle est vraiment récente. Et sur la ligue d'ailleurs, elle n'existe que depuis 2 ans. Donc c'est la troisième saison où il y a une direction. Donc c'est des nouvelles missions aussi, et des nouvelles compétences à développer. Donc il y a aussi tout un volet sur la formation continue, un peu moins initiale, mais formation continue. Donc là, je garde ma deuxième question, hein. Oui. Je l'ai toujours en tête, parce que je me la suis notée. Par contre, tant qu'on est là-dessus, on parle de STAPS, donc plutôt une filière longue. On est là sur du bac plus 3, voire du bac plus 5, si on va jusqu'en Tout à fait. master. Alors, il existe d'autres choses, mais ce n'est pas le débat là. Mais moi, je veux terminer l'école. Ça m'intéresse de passer un BPGEPS, hein, qui est d'ailleurs ici, au CREPS à Toulouse, où on a des formations. Je peux, après, venir travailler chez vous. Alors nous, d'ailleurs, on intervient au CREPS justement sur ces actions de formation. Donc oui, oui, on crée déjà du lien effectivement sur des futurs professionnels. Donc nous aussi, ce qu'on propose, c'est vraiment aussi de venir découvrir le milieu qui est le nôtre. Donc on invite les étudiants ou les jeunes diplômés à venir voir ce que c'est concrètement, pour aussi se C'est-à-dire concrètement, mesurer vous avez des places de stage? de stage. Je Ouais, fais le lien effectivement avec aussi tout l'opération à fait. qui est sur le niveau second, hein, au mois de juin. Alors je regarde Madame Dupanloup, mais C'est une très très bonne idée. voilà, donc voilà, pour effectivement se rendre compte, donc on peut faire ça, ok. Donc déjà, allez voir. Allez voir, être curieux. Découvrir. Et effectivement, nous on est aussi là pour mettre en lien justement des acteurs un petit peu plus de terrain en fonction du projet, d'éventuels stagiaires ou Mhm. déjà de personnes. Donc oui, oui, on est vraiment sur cette démarche-là, vraiment d'accompagner aussi le projet sportif, mais aussi le projet des encadrants. D'accord. Et du coup, je reviens à ma question. En termes de féminisation, au niveau de la Ligue Sport Adapté, vous avez une politique, on va appeler ça comme ça, une stratégie pour essayer d'amener un peu voilà, les personnes à rentrer dans ces métiers? Alors non. Par contre, on a presque une politique inverse, c'est d'accueillir plutôt du public masculin. Parce que du coup, il y a que des femmes. Donc au final, l'égalité, c'est pas que dans un sens, c'est dans les deux. Donc du C'est coup, vrai, on a aussi c'est une, vrai. une volonté de pouvoir aussi diversifier. On a tous nos compétences indépendamment de notre sexe. Donc oui, on n'a pas une politique pas du tout
réfléchi, ça se fait, comme ça, par, la fibre, par le bouche à oreille aussi. Mais, en tout cas, on est très content d'accueillir, ceux qui veulent, travailler à nos côtés. Ouais, justement par rapport à ce fameux, bouche à oreille, et là je vais voilà glisser le petit message. Non, on ne travaille pas dans le sport que par le bouche à oreille. Il y a aussi des choses à se faire avant, mais effectivement le réseau est important. D'où aussi cette notion, dont vous l'avez parlé d'aller voir. Peut-être madame, Dupanloup, juste sur cette question-là de stage, on est d'accord, l'année prochaine théoriquement, on il y a aussi des stages. Alors je le dis parce qu'on est aussi dans cette activité-là, d'amener les élèves à aller se rendre compte dans les structures de ce qu'est le champ du sport dans son entièreté, pour quitte à se dire, bah, en fait, c'est pas pour moi, quoi. Oui, exactement et ça revient à ce que je disais aussi tout à l'heure, je ça me permet de rebondir effectivement, les stages de troisième, les stages de seconde, rendent compte, auprès des élèves, de ce qu'est vraiment le métier et donnent à voir, ne serait-ce que le contenu du poste, des missions, alors que souvent, c'est très méconnu de la part de ces élèves. Donc là, c'est une véritable opportunité et on sait que notamment, on parlait tout à l'heure, dans le cadre des principes, du plan Born, c'est réduire les inégalités aussi sociales et territoriales. Donc là, on a aussi, cette possibilité-là par le biais des stages de pouvoir au-delà de la diversité et merci madame d'avoir, aussi, parlé de cette diversité de métiers, aussi on peut, essayer de trouver, des solutions pour un petit peu tordre le cou à ces problématiques de territoire et sociales. Alors effectivement, et c'est un vrai enjeu, hein, de faire découvrir. Alors là, on est dans le champ du sport, mais on pourrait être sur autre chose, mais c'est un vrai enjeu. Oui, l'émission d'aujourd'hui d'ailleurs est formidable aussi en ce sens qu'elle s'appuie sur les métiers du sport, mais elle pourrait aussi s'appuyer et elle doit s'appuyer auprès de toutes les personnes qui accompagnent les élèves. Elle doit s'appuyer sur le même principe pour tous les autres domaines. La diversité des métiers à découvrir, c'est pour tous les domaines. Et bon, on en parlera tout à l'heure aussi avec vous, et puis enfin avec les trois autres témoignages. Mais cette diversité des métiers, cette envie de connaître, de découvrir d'autres métiers qui ne sont pas dans, comme je le disais tout à l'heure, dans l'environnement familial, c'est important de l'amener, c'est important de le suggérer aux élèves. Et donc là, on est vraiment dans les compétences à s'orienter tout au long de la vie et dans, je le disais tout à l'heure, cette notion de parcours. Et de parcours, d'échecs dans les parcours, de rebondir, voilà. C'est vraiment un ensemble qu'il faut que les élèves puissent intégrer. Voilà, exactement, et s'approprier. Alors du coup, merci de la transition, puisque on va maintenant passer sur nos invités. Alors on reviendra à chaque fois, hein, parce que s'il y a des choses qui nous font passer, on a la chance d'avoir ce micro qui peut se balader d'intervenant en intervenant. Mais on va basculer et on a nos trois autres invités. Alors Julien Hautog, Johan Crouzilla et Vincent Beau, qui vont intervenir chacun à leur tour sur trois différentes problématiques. Je le dis pour les gens qui sont effectivement connectés, pour qu'ils puissent poser leurs questions sur le chat, questions auxquelles on n'aurait pas pensé, bien entendu. On va commencer par vous, Julien Hautog. Merci déjà d'être là. Merci à vous. Parce qu'effectivement, vous êtes gérant, entrepreneur, vous êtes dans ce milieu-là. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et puis après, j'ai 2-3 questions pour vous. Ah bon? Je suis venu pour ça, hein. Alors, je m'appelle Julien Hautog, j'ai 46 ans. Donc, moi, je suis originaire d'Albi, à côté de Toulouse. Et donc, j'ai un parcours un peu particulier. Au tout début, lorsqu'on est en troisième, on est un peu perdu, on ne sait pas vers quoi aller, on nous oriente parfois bien ou moins bien, évidemment, hein. Les gens font comme ils peuvent pour vous orienter en fonction de ce que vous savez sur vous-même, hein. Souvent, c'est connais-toi toi-même avant de pouvoir t'engager sur un chemin qui va être le tien, qui va probablement changer au cours du temps. Donc moi, je vais essayer d'être synthétique parce que c'est assez particulier. On va dire, enfant, j'étais assez intéressé par tout ce qui était artistique. Je dessinais relativement beaucoup, etc. Mais j'étais aussi intéressé par la médecine. Donc, à un moment donné, j'étais intéressé par les études de médecine, arts plastiques
et le sport. En général, c'est pas du tout dans cet ordre-là. Ceux qui sont plutôt médecine sont pas spécialement sportifs ou enfin orientés vers le sport, etc. Bon, donc j'ai fini par m'orienter vers la fac de sport, mais la fac c'était pas réellement un milieu dans lequel je me sentais bien. Et je suis parti travailler pendant 4 ans et demi au Club Méditerranée. Ça, c'était poussé par une envie en fait de découvrir le monde. Juste avant ça, j'étais aussi engagé comme pompier volontaire. J'avais 17 ans, j'ai passé les tests, j'ai été reçu, etc. Mais après, je suis parti à la fac, donc j'ai dû partir d'Albi. Donc, suite à ça, donc après l'université, je suis parti travailler au Club Méditerranée. Ça m'a permis de voyager, de rencontrer du monde, de rencontrer des cultures, de voir du pays, etc. et d'apprendre à me connaître. Au Club Méditerranée, j'ai travaillé avec les enfants, j'étais chorégraphe, j'ai travaillé sur la fin en tant que professeur de fitness et j'ai eu l'occasion de passer mon brevet d'état des métiers de la forme sur Paris avec l'Institut des métiers de la forme qui appartient en partie encore, je crois, au Club Méditerranée. Donc j'étais en alternance. Donc j'ai passé mon brevet d'état des métiers de la forme sur Paris. Suite à ça, en région parisienne, j'ai un petit peu travaillé, mais je me sentais encore... Vous travaillez dans le domaine du fitness ou non À l'époque, alors, si vous voulez, quand je suis sorti du Club Méditerranée, Ouais. j'ai commencé à travailler un petit peu dans le fitness, mais le Club Méditerranée essayait de professionnaliser les géos, les gentils organisateurs. Et donc, pour ça, il valait mieux avoir un brevet d'État. Donc, j'ai décidé de passer mon brevet d'État. Donc, je suis allé à Paris. Et là, j'ai travaillé, comme j'étais en alternance, j'étais formé et j'ai travaillé dans un peu tout. Du comité d'entreprise à la petite salle de quartier, aux salles, voilà, toutes les personnes qui pouvaient potentiellement me donner de l'expérience. Donc, ce qui était intéressant pour les centres qui souhaitaient prendre mon profil, c'est que j'avais un côté un peu chorégraphique. Parce que dans les professeurs de fitness, à l'époque surtout, il y avait les professeurs plutôt cours collectifs et les professeurs de muscu. Et comme moi, j'avais été chorégraphe et que je savais plus ou moins bien bouger, mais j'étais aussi intéressé par tout ce qui était biomécanique. Comme je vous ai dit au préalable, l'anatomie, la médecine m'intéressait. Il y avait ce côté un peu technique, anatomique et aussi technique dans les exercices en muscu, mais aussi le côté savoir avoir le tempo, pouvoir donner une force d'animation dans les cours collectifs qui était en général pas trop la qualité qu'avaient les profs de muscu purs qui étaient en salle, etc., sur le floor, comme on disait, quoi, comme on dit toujours. Donc j'avais un peu la double casquette, ce qui me permettait... Ouais, pas sur le dance floor, hein, mais en tout cas, ça permettait d'avoir quelqu'un qui déjà ayant l'expérience Club Méditerranée avait le côté animation qui était déjà un peu exacerbé. Je pense que je l'ai déjà à la base et avoir des compétences techniques donc et d'animation. Voilà, donc j'ai passé mon brevet d'État. Suite à ça, j'ai travaillé un peu sur Paris. J'ai tendance à vite m'ennuyer. Donc, j'ai besoin d'avoir des challenges, de me challenger ou qu'on me challenge. Donc, je suis parti aux États-Unis. Je me suis pété les dents, je suis revenu. Parce que sans green card ou sans visa, c'était impossible de travailler. Mais toute expérience est bonne à prendre. Bonne comme mauvaise. Donc, ça m'a appris des choses sur moi, sur le monde du fitness, sur les États-Unis, sur l'international. Je suis revenu. Et j'ai travaillé donc au Ritz. En fait, si vous voulez, au bout d'un moment, lorsque je travaillais au Club Med Gym, j'ai essayé de monter un petit peu en gamme. Et à un moment donné, je me suis dit que j'aimerais aller découvrir le luxe, le haut de gamme. Donc, j'ai imprimé 10 CV, 10 lettres de motivation. J'ai pris mes petits pieds, je suis allé dans la ville. Et le premier a dit oui, ça nous intéresse tout de suite. Donc, je ne suis pas allé plus loin que le Ritz. Et de là, on m'a proposé donc de faire des remplacements. Donc, j'avais déjà je travaillais déjà un peu partout, 40, 50 heures par semaine, sur mon Vélib, tout le temps à me déplacer dans le métro, etc. Et donc là, on m'a proposé des heures. J'avais mon contrat principal qui était au Waouh Grand Boulevard à l'époque, et j'avais des heures un peu à droite à gauche aussi. Et là, on m'a proposé donc d'avoir des heures au Ritz en remplacement, qui étaient mieux payées. Il y avait quelque chose qui était plus intéressant pour moi là, donc j'ai réduit mes heures. Je suis passé davantage au Ritz, qui m'ont ensuite proposé plutôt un 20 heures. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer encore. Et j'ai décidé de partir à l'étranger. Je suis parti en Australie, où là, j'ai passé 3 certifications en préparation physique, en group exercise, en initiation boxing, avec l'Institut Fitness Institute Australia.
Donc, je suis resté plusieurs mois là-bas, à me former, etc. À me familiariser avec l'anglais aussi, même si je l'avais fait un petit peu au Club Méditerranée. C'est relativement francophone et pas énormément anglophone, surtout quand on est dans la zone plutôt européenne. Donc, j'ai amélioré encore mon anglais. J'ai amélioré ma vision globale du monde du fitness, sachant que l'Australie est quand même très américanisée, très influencée avec le lien qu'ils ont avec l'anglais. Du numéro un, qui est les États-Unis, dans le fitness, du moins. Et donc, voilà, j'ai passé mes certifications. Je suis rentré en France. J'ai de nouveau contacté le Ritz. Je suis revenu à Paris, avec qui j'avais gardé un très bon contact. Du coup, ils m'ont dit, OK, nous, on a pris ta place déjà, enfin, on a comblé ta place. Néanmoins, on veut bien te reprendre en vacation. Et sur une... Ouais. Par rapport à ça, moi je fais un petit point sur votre carrière, mais j'ai déjà 2 questions. Là, quand vous avez le boulot au Ritz, c'est parce que vous parlez anglais ou ça n'a pas de lien, le fait d'avoir eu ces expériences passées, c'est... Non, alors après, de toute façon, Parce que lorsqu'on est l'anglais, en entretien... on va en parler quand même de ces compétences un peu annexes, peut-être avec Vincent aussi, parce qu'il le parle assez bien. Mais voilà, donc là, le Ritz, c'est l'anglais, mais c'est pas ça qui... Ouais, en fait, normalement, ça devrait être un standard. Surtout dans les, voilà, en capitale, beaucoup de tourisme, etc. Néanmoins, là, je pense qu'ils m'ont pris peut-être... Alors, je sais pas, peut-être que ma tête leur revenait, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai eu tendance à peut-être à avoir une bonne approche dans les entretiens que j'ai eus, les entretiens d'embauche. Voilà, c'est peut-être, je sais pas, après, il faudrait demander à la personne qui m'a engagé à ce moment-là, mais en tout cas, bon, voilà. Et juste avant de continuer, Julien, l'autre question, c'est à partir du moment où vous revenez, vous êtes sur plusieurs contrats, c'est un seul contrat sur lequel après vous dissociez, vous avez... Plusieurs contrats quand je suis arrivé, plusieurs vacations à droite, à gauche, et sur un remplacement que j'ai accepté, sachant qu'il y avait en tout cas... le matin ou l'après-midi, au Ritz, c'était soit on se levait très tôt, soit on finissait très tard. Sur un remplacement que j'ai accepté sur un dimanche matin, en fait, j'ai été débauché par la famille royale d'Arabie Saoudite. Et je suis parti pour, au début, une période d'essai de 3 mois qui s'est transformée en plusieurs années, en fait. Vous êtes parti à Riyad. Je suis parti à Riyad, donc j'ai vécu à Riyad pendant plusieurs années. Donc j'ai travaillé... De placer la capitale de... Voilà, vite fait. Culture G. Et donc, j'ai travaillé pour une partie, sachant qu'il y a des milliers de princes et de princesses en Arabie Saoudite. Donc, j'ai travaillé pour une partie qui était relativement proche du roi. Et donc, j'étais exclusif pour eux. Donc, j'ai eu un contrat exclusif. Donc, c'était très intéressant. Ça m'a permis de monter encore un step sur tout ce qui va être le luxe et le très haut de gamme, pour le coup. Quand on travaille pour des personnes dont le nom de famille et le nom du pays, ça commence à être un petit peu... donc, c'était intéressant. J'ai pris de l'expérience, j'ai appris aussi ce qu'était en fait la vision du fitness de ces gens-là, enfin, le rapport ultra haut de gamme, très personnalisé, etc. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans et j'en ai profité, vu qu'on faisait beaucoup de déplacements, et notamment aux États-Unis, pour m'inscrire dans une formation américaine de chez National Academy of Sports Medicine, NASM. Et donc, j'ai passé encore une certification avec eux. Donc, j'ai fait venir le matériel pédagogique en Arabie Saoudite et j'ai étudié pendant plusieurs mois, vu que je travaillais peu d'heures, fallait lire par semaine, vu que je m'occupais que de 3 princes et plus de 2 que de 3. Alors, je le dis, Julien, mais on est d'accord que pour arriver déjà à ça, on est sur quelque chose d'exceptionnel au sens premier du terme, c'est-à-dire qui est hors de l'habitude et qui a été construit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que quelqu'un qui prenne l'antenne là se dise putain super, je fais fitness et boum, ça y est. Et boum, je pars à Riyad. Non, on est d'accord que c'est dans l'idée du parcours dont Oui, parlait. voilà. Et si je peux me permettre, voilà, ce qui est à noter là, c'est cette envie, cette adversité, c'est la diversité des métiers. Et ce que je note, c'est surtout cette formation au long cours, hein. On parlait de parcours et on parlait de formation tout au long de la vie. Et je crois qu'il y en a encore à venir. Mais voilà, c'est ça aussi qu'il faut souligner. Et puis la notion d'échec dont vous parliez tout à l'heure, et puis on rebondit. Voilà, donc là, effectivement, c'est un exemple, un témoignage qui est assez formidable par rapport à un élève qui pourrait vous entendre, mais qui n'est pas impossible. Oui, bien sûr, hein. Moi, je pars du principe de aide-toi, le ciel t'aidera. Si à un moment donné, j'avais pas décidé d'imprimer des CV, de partir vers voilà les hôtels de luxe de la capitale, enfin,
pas là, je serai ailleurs, je sais pas où je serai, mais et donc du coup suite à ça, donc j'ai passé une certification, donc j'ai étudié pendant plusieurs mois, il y avait un pavé de 400 pages à lire, à l'époque c'était encore les CD, les DVD, etc. Donc j'apprenais et j'ai passé aussi une formation européenne de chez IREPS et et en amont, je reviens quelques années en arrière, j'avais déjà commencé à me poser des questions sur comment travailler sur un outil qui permettrait d'optimiser le travail d'entraînement des clients dans un univers ou un environnement qui n'était pas aussi bien équipé qu'une salle de fitness, etc. Et donc, j'ai commencé dans la salle du RIS avant qu'elle se transforme parce qu'ils ont fait des travaux. J'étais dans un tout petit bureau et je commençais à dessiner, à réfléchir, etc. Et est venue l'idée d'un outil, d'une méthodologie. Les premiers dessins datent de fin 2008-2009. Et j'ai commencé à conceptualiser un outil que j'ai développé année par année. De temps en temps, je travaillais dessus, etc. Quand j'étais en Arabie Saoudite, l'avantage, c'est que j'avais beaucoup de temps. Je travaillais peu, puisque j'avais peu de personnes à apprendre en main. Et j'ai développé cet outil. Je l'ai testé avec plusieurs types de personnes, avec un ami qui était champion du monde de soft. On peut dire ce que c'est, l'outil, ou pas? Oui. Alors, l'outil s'appelle Aegon. C'est un outil qui permet de faire ce qu'on appelle du connective training, où on travaille, du coup, le côté inclusif, on travaille avec une personne. On travaille soit en même temps, soit, on va dire, un des participants va être acteur et va maîtriser le mouvement, il va maîtriser la vitesse, la résistance, l'angulation, etc. Et donc, ça permet de recréer un petit peu ce qu'on appelle de l'isocinétique, une résistance adaptative. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça diminue le risque de blessure, mais ça maximise aussi l'impact sur les fibres musculaires. Enfin bref. Donc du coup, j'ai développé ça et j'ai décidé de déposer une patente aux États-Unis, sachant que c'est très cher, c'est très long. Donc j'ai fait la demande de patente, un brevet. Ouais, demande de brevet en 2013, obtention du brevet en 2017. Des milliers de dollars, etc. Ouais, ça va, c'est très rapide. Hein. Quand on est entrepreneur, c'est que dalle. Hein. Voilà. Ouais. Non, mais c'est bien parce que ça permet effectivement de se dire que quand on se lance dans un projet, entre l'idée du projet, la réalisation, le dépôt, pour pas qu'on se fasse un petit peu piller l'idée, parce qu'il y a quand même un domaine économique derrière, voilà, il y a un certain laps de temps. Bien sûr, il y a toujours du temps, surtout qu'il y a la recherche pour savoir si effectivement on peut breveter ce qu'on a créé. Là, c'est un brevet, on appelle ça une utility patent, donc une patente d'utilité. Donc c'est une méthodologie plus qu'une patente de design. Ouais. Néanmoins, voilà, donc au bout de 4 ans, donc à savoir que en 2013. Même fin 2012, je commençais déjà à m'ennuyer en Arabie Saoudite et je voulais pas passer ma vie en Arabie Saoudite non plus. Et donc, comme j'ai eu la chance de gagner la green card, je suis pas franco-américain, mais je suis résident américain, donc j'ai cette possibilité de travailler et de vivre aux États-Unis. J'avais le choix soit de partir aux États-Unis, soit de revenir en France. Et comme j'avais juste le bac, des formations australiennes, formations américaines. Je voulais avoir un bagage un peu plus lourd, un peu plus complexe, etc. J'ai décidé de revenir en France et j'ai repris les études et j'ai fait 5 ans d'ostéopathie. À l'époque, moi qui viens d'une famille prolétaire... Je vais être très honnête avec vous. Je me demandais à quel moment l'ostéopathie allait arriver, parce que je sais que vous êtes... Et boum! Donc, il arrive là. Il arrive là. Là, okay. Ouais. En fait, quand j'étais en Australie, ça m'intéressait beaucoup, mais j'avais pas du tout les moyens. Ma famille n'avait pas du tout les moyens. Je viens d'une famille monoparentale. Ma mère était au début femme de ménage, ensuite elle était ADSEM, etc. Des études à 50 000 €. C'était mort, quoi. Et donc là, j'ai économisé en payant la patente et en payant les... Donc là, j'avais 33 ans. 33 ans, ok. Ouais. Donc là, déjà, on est sur un parcours, effectivement, qui est assez complet. Ouais. Et donc, j'ai décidé de revenir en France. Je me suis inscrit dans une école à Sophia Antipolis, école Atman. J'ai décidé ensuite de revenir sur Toulouse. Et je me suis inscrit au Centre supérieur d'ostéopathie pour les 3 dernières années. Dans des promos plus petites, intimistes et tout, ce qui correspondait davantage à ce que je voulais faire. Avoir un rapport plus proche avec l'enseignant, avec les formateurs, etc. Et donc, j'ai fini mes 3 dernières années là-bas. Donc, j'étais diplômé. Ensuite, j'ai commencé à faire des remplats. Je suis parti un peu partout en France, etc. Donc, beaucoup de mobilité. Et j'ai décidé... quand le Covid est arrivé, de partir aux États-Unis. Et donc là, j'ai décidé de partir aux États-Unis pour lancer mon produit, ma méthode, etc. Et c'est là où je me suis pris les pieds dans le tapis, la tête sur le trottoir, parce que il y a entre la projection qu'on se fait du marché américain, des États-Unis, de la culture, et la réalité
du marché, sachant que là-bas, on nage en open water, c'est-à-dire en eau profonde, quoi. Tout veut vous bouffer, hein. Tout veut vous bouffer, hein. Donc tout essaie de vous arnaquer. C'est American First quand on vient d'un autre pays, en général, on Aussi, a du mal à être servi, quoi, aussi. Les natifs américains auront toujours un avantage, forcément, parce qu'il y a au-delà de la langue, etc., même si mon anglais est bon, il y a quand même cette facilité. Et puis le networking, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat. Je pense que, ouais, enfin, c'est qui on connaît Le réseau. énormément, quoi. Ah. Et donc, pendant 2 ans et demi, ça a été des galères sur galères sur galères sur galères. Néanmoins, il y avait un intérêt pour le produit et la méthode, et je revenais régulièrement en France. Et à un moment donné, il y a eu des entrées dans la formation. Il y a eu une école, l'IPMS, qui a été intéressée, qui a un gros réseau d'écoles, ils ont 19 écoles en France, etc., qui ont trouvé que la méthodologie que je proposais était intéressante pour l'enseignement, etc. En fait, je suis allé dans une salle. Au début, je faisais des salles pour montrer mon produit. Et quelqu'un qui était formateur chez l'IPMS a dit oh, tu devras aller voir. Et aller voir aussi chez l'IRSS, qui est aussi une grosse école très sérieuse vers Nantes. Et j'ai commencé donc à proposer des formations. Donc ça, c'était en 2024. J'ai eu 5 formations qui ont été mises en place. L'IRSS m'a fait venir sur le forum emploi qu'ils mettent en place chaque année sur Nantes. Donc je remercie notamment Jonathan Randino, du coup, On le au tague. passage. Voilà. Du réseau. On parlait de réseau. Et bien sûr, et Hubert aussi de l'IPMS, qui m'ont permis de commencer à donner des formations. Et donc 5 formations en 2024, 20 en 2025. Et là, on est plutôt sur du 30 en 2026. Et là, aujourd'hui, donc, alors, j'ai testé mon produit aussi avec le centre mulhousien. C'est un centre qui fait partie du Grand INSEP, où j'ai testé en fait mon produit. Je suis allé voir. Bonjour, j'ai souvent fait ça. Hein. Bonjour, voilà, j'ai inventé un produit. J'aimerais tester mon produit. Est-ce que vous avez un électromyogramme? Ils m'ont dit oui. Est-ce que je pourrais avoir accès? Est-ce que je peux faire des tests, etc. Donc avec le responsable du département au niveau, on a mis en place des tests, etc. Et donc, on a testé la méthode, le produit chez eux pour rentrer un petit peu de data et voir si ce que j'avais mis en place fonctionnait réellement au niveau scientifique, si on pouvait avoir un petit peu de concret, quoi. Donc, je remercie aussi, du coup... voilà, enfin, je vais remercier tout le monde, mais bon, c'est normal. Hein. Et ensuite, je suis allé voir les régiments militaires. Parce que la portabilité de l'outil permet aussi de travailler en groupe, en unité. Et je me souvenais qu'en tant qu'ancien pompier volontaire, l'aspect de groupe est hyper important, et notamment aussi dans l'armée. Et donc, on m'a, au fur et à mesure, à force de rencontres, on m'a dit il faut que tu ailles voir au Centre national des sports de la défense, qui fait aussi partie du Grand INSEP. Et donc, on m'a mis en contact. Une question? Non. Non, mais, enfin, Je parle beaucoup, désolé, mais pour le coup, non, enfin, je raconte. Hein, mais... après, on passera mais effectivement. complètement, ouais. Mais moi, du coup, avec tout ça, j'ai une question comme ça. Comment on fait bouger les jeunes? Parce que le témoignage que vous avez, c'est que vous allez, vous hésitez pas, faut faire. Alors, il y a, alors là, je risque de dire une énorme bêtise, c'est pour ça que je regarde M. Redon, mais il y a tout ce travail qui est fait en classe aussi de prise de parole et d'oralité pour pouvoir effectivement communiquer envers les autres. Et ça va me faire après la transition avec Johan, mais pour être là-dessus, vous allez, vous toquez, vous dites voilà. Donc, si vous aviez d'abord M. Redon et après vous, M. Redon, concernant cette oralité, le fait d'aller chercher plutôt que d'attendre à la maison, parce que c'est pas en étant à la maison qu'effectivement beaucoup peut-être pensent qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, le boulot va appeler. Voilà, du jour au lendemain, on va vous appeler, on va dire tiens, ça y est, vous avez été tiré au sort, venez bosser. C'est pas ça. Donc ça se travaille effectivement en lycée également. Moi, ce que je retiendrai, c'est qu'en tout cas, en vous écoutant de votre parcours extrêmement passionnant et qui, sans aucun doute, donne des étoiles aux yeux à ceux qui vous regardent. Moi, je retiendrai en un mot, finalement, la curiosité. Cette curiosité qui, en fait, vous a permis d'aller progressivement vers ce que vous appelez le réseau. Mais en fait, pour un élève, se dire, mais qu'est-ce que le réseau? Moi, j'ai pas de réseau. C'est pas la question, en fait, de se dire, est-ce que je veux des réseaux? Mais c'est se laisser la rencontre des opportunités. C'est finalement comme aujourd'hui, on ne se connaît pas.
Mais en fait, à partir de votre témoignage, à partir des échanges, ben, comment se construire soi-même, ce que vous avez effectivement dit. Et c'est ça qu'on va essayer de travailler avec des compétences, effectivement, un peu plus, nous, au sein donc, de nos classes. C'est développer l'oralité. Alors, depuis donc, la réforme, effectivement, on travaille un peu plus l'oralité avec l'introduction du grand oral. Voilà. Se placer, J'ai peur de dire des effectivement, bêtises, mais c'était à ça dont je pensais. effectivement, se placer devant une moyen de communication, c'est travailler notamment en fonction des groupes. Je sais que moi, l'équipe, si je reviens sur l'équipe de professeurs de PPCS, n'hésite pas à faire des podcasts avec leurs élèves. Nous, on a aussi un petit studio au sein de notre établissement qui fait que on interview, au-delà de l'EPPCS, on a un professeur aussi qui interviewe des personnalités qui font venir. Et c'est ça, c'est se saisir des rencontres. Alors, un jeune qui va lui dire « Ah là là, mais moi, les rencontres... » Ben, si tu fais du sport, si tu es dans un club, c'est échanger, échanger avec un autre parent, échanger avec son coach qui peut connaître aussi notre personne et donner une opportunité de... on parlait des stages, c'est ça, hein, c'est au-delà, puisqu'on lutte contre les déterminismes, et se dire, est-ce que donc, en fonction donc de sa catégorie socio-professionnelle, on n'a pas l'opportunité? Et en ce sens, nous, Éducation nationale, par contre, quel est notre rôle? C'est aussi de mailler, de faire notre réseau et de donner la possibilité à nos élèves d'avoir tel ou tel interlocuteur, puisqu'à 15 ans, 16 ans, peut-être qu'on n'est peut-être pas tous avec autant d'ambition, tout à l'heure je parlais, ou d'être aussi avenant. Mais dans cette... Pardon, juste par rapport à ça, quand on parle de stage, et là, Madame Dupalou, c'est très souvent, alors là, je regarde aussi Johan, parce que je sais qu'il voilà, c'est pas le seul, je n'ai pas posé la question, mais je sais que Johan est également papa. Souvent, les stages, en fait, on les fait en famille, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va proposer, pour rendre service peut-être, je ne sais pas, ou pour mettre en sécurité, on va proposer dans le cercle restreint, chez l'oncle, chez la tante, à la limite dans sa propre entreprise. Au vu là du témoignage de Julien, et puis après, je pense que Johan et Vincent feront autant, mais finalement, on dessert plus qu'on ne sert. C'est un Je ne peu sais pas s'il faut le dire comme ça, mais... Oui, je ne sais pas si on peut. Oui, effectivement, c'est surtout que oui, il faut souligner que le fait que c'est souvent comme je le disais et comme vous le soulignez, c'est souvent dans la famille proche et dans le réseau si la personne a un réseau, parce qu'il faut penser aussi au nombre de personnes qui Bien n'ont sûr. pas d'emploi et qui n'ont pas ce réseau-là non plus. Donc elles se retrouvent sans réseau professionnel, sans contact, et là, pour les jeunes, c'est toujours une difficulté. Et peut-être que c'est une évidence de le dire, mais c'est souvent les enfants qui sont issus des familles, des milieux les plus défavorisés, qui ont peut-être le plus besoin de découvrir les métiers et qui ont la moindre possibilité d'y accéder. Mm. Donc là, c'est vrai que, et je rebondis vraiment là, c'est aussi notre rôle au niveau de l'éducation nationale de donner des portes, d'ouvrir des portes, de donner des accès et de permettre à ces élèves aussi de pouvoir ouvrir leur réseau, en tout cas de donner un accès. Non. Alors justement, sachez qu'on y reviendra après, mais au niveau du campus des métiers et des qualifications secteur sportif, on travaille avec le MEDEF sur le fait de pouvoir effectivement proposer des stages et donc après d'aller vers soit la plateforme, soit directement les établissements ou les établissements qui pourraient nous contacter. Merci Julien. Avant de revenir sur vous, on va passer à Johan Cruzia. Moi, je vous ai contacté par le réseau également, puisque j'ai eu la chance de côtoyer Jocelyn Tribillon. Merci, voilà, qui est effectivement entraîneur national volley au club de Montpellier et qui m'a dit il y a un métier, là, il y a un gars, il fait des choses incroyables aux Spacers de volley, mais pas que, et vous allez nous en parler. C'est un ambianceur. Voilà comment il vous a présenté. Alors, c'est quoi un ambianceur? Comment ça fonctionne et comment on arrive à devenir speaker pour une Coupe du Monde? La première question, qu'est-ce qu'un ambianceur? Le but du jeu, c'est d'ambiancer une salle, qu'elle soit un gymnase, un palais des sports, un stade. Pour la faire courte, c'est de vraiment faire bouger le public et que le public passe le meilleur moment possible. Au-delà du spectacle sportif, qu'il y a un autre spectacle dans le spectacle sportif autour.
d'aider le public à soutenir son équipe. Bon, il y a plein de subterfuges et de petites choses qui existent pour que les salles soient bruyantes et soient sympathiques, soient positives et que tout le monde passe le meilleur moment possible. Et pour répondre à votre question, j'allais dire ça. À votre question, alors moi, j'ai pas une expérience autant élevée que Julien, mais pour la faire courte, j'ai fait une licence et un master en entraînement sportif en STAPS à Paris. D'accord. J'étais éducateur sportif dans 4 villes différentes à Paris, Issy-les-Moulineaux, Malakoff et Vanves. Mais j'étais éducateur sportif vacataire, Alors, plutôt dans le sud de Paris. plutôt dans le sud de Paris. Et donc vacataire, sauf que je me suis blessé, je me suis fait les ligaments croisés, et donc pendant un certain nombre de mois, j'ai pas pu travailler. Et à l'époque encore, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais en tant que vacataire, on n'avait pas de sécurité d'emploi, pas de sécu, enfin bon, c'était un peu compliqué. Et donc j'ai décidé de trouver une autre formation et de partir dans une autre ville, à Toulouse, à l'IAE pour être précis, rien à voir, en management de station de montagne. Et ça a duré une année. Et au bout de l'année, je me suis retrouvé en station de montagne à travailler à Axe 3 Domaines pendant 10 ans en fait. J'étais embauché en CDD, pardon, et puis 6 mois après en CDI permanent. J'étais responsable animation en fait. En gros, parce qu'après il y a eu d'autres petites choses, mais puisqu'on parle de l'animation pure. Et en fait, ce travail-là, il m'a appris un peu comme les géos, il m'a appris à travailler avec différents publics, des petits, des grands, à travailler avec 2 personnes comme travailler avec 5000 personnes, à utiliser un micro, à mixer, à trouver des animations, des événements, à organiser des événements, à travailler avec des prestataires différents, à travailler avec les salariés avec qui je bossais. Donc, il y avait plein de publics différents et pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et en fait, effectivement, c'est via le réseau que j'ai fait mon tout premier événement sportif. Rien à voir, c'est de la natation, c'était à Paris. Et c'est un jeune que j'avais eu à l'entraînement en moins de 18 qui travaillait pour une boîte d'événementiel. Cette boîte d'événementiel organisait l'événement et m'a proposé de venir animer l'événement. Et j'étais vraiment en animation pure publique, donc en ambianceur. Et à côté de moi, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Marc Maury, qui est un peu notre tête de proue dans notre métier. Et à côté duquel, pendant 3 jours, j'ai pu apprendre aussi pas mal de choses et avec quelques conseils. Oui, c'est un véritable Non, mais métier. c'est Enfin, en tout cas, important j'en parce vis que aujourd'hui. ça permet aussi d'aller sur la déprécarisation de ces métiers. C'est-à-dire que, comme l'animation est un métier, l'encadrement sportif est un métier, voilà, qu'on passe en BPGEPS, qu'on passe en brevet d'état ou autre, ce sont des métiers. Alors, on peut faire ça en loisir, mais là, en l'occurrence, c'est un vrai métier. Ouais, alors à l'époque, j'étais toujours salarié de station de ski, donc j'avais un peu la double facette. Mais bon, et du coup, petit à petit, en tant qu'ancien handballeur, je me suis retrouvé pareil, sur des opportunités à être le speaker du Phoenix Toulouse Handball. Je suis toujours, ça va faire une quinzaine d'années. Et de là, le volley jouant avec le handball dans la même salle, le volley cherchait un nouveau speaker, donc j'ai basculé aussi à l'animation pour le volley. Et puis de là, je suis parti à Montauban pour le rugby, au volley à Narbonne. Et effectivement, j'ai fait pas mal d'événements sportifs internationaux. J'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques à Tokyo, les Jeux Olympiques à Paris, la Coupe du Monde, les championnats du monde de handball masculin, les championnats d'Europe féminin, les championnats d'Europe de volley. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. J'ai eu un peu. Je vais pas dire que j'ai eu de la chance parce que c'était du travail. Ça a été des bêtises. Des fois, on se plante. Faut apprendre à se planter. Il faut apprendre à avoir des retours entre guillemets négatifs mais constructifs. Mais j'ai aussi beaucoup de retours positifs qui m'ont permis aussi peut-être de faire ce que je suis aujourd'hui et d'avoir les capacités que j'ai aujourd'hui pour faire bouger 50 personnes comme 80 000. Parce que justement, alors, moi, ce que j'ai trouvé important, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'événementiel. On va dire, c'est à la mode aujourd'hui. Beaucoup de jeunes se disent, moi, je vais travailler dans l'événementiel. Mais l'événementiel, c'est quelque chose d'abord qui est vaste, parce que l'événementiel, c'est pas qu'un métier. Il faut organiser, donc il faut raccrocher. Nous, pour mener là, ce festival tout au long de la semaine,
il a fallu en faire des choses avec quelquefois aussi des loupés dans le fonctionnement. Mais voilà, l'événementiel, c'est quelque chose d'important. L'animation aujourd'hui, quand on voit les Jeux Olympiques de Paris et quand on voit comment on a organisé les choses, aujourd'hui, la personne qui a le micro est une donnée importante, y compris économique, pour que les gens puissent effectivement conserver un souvenir. Vous préparez ça comment? On Moi, je n'arrive pas prépare avec un micro l'événement. en disant, tiens, je mets 3 musiques, et celle-là, normalement, ça marche. Non, après, ça va dépendre des événements, ça va dépendre des sports, ça va dépendre de leur code. Mais on va Euh, chercher de l'information, on se renseigne, on questionne. C'est quoi, en fait, Ouais, clairement, c'est ça, c'est aller chercher des infos. Donc, curiosité. Au départ, c'est de la pure curiosité. Ça va être peut-être de regarder un match particulier, de se rendre sur un match pour voir un petit peu quel est le dynamisme du sport, comment ça se mouvoie, quelles sont les règles, en tout cas, essayer de les comprendre. Comment peut-être la personne qui est en train de travaille pour peut-être prendre des infos un peu plus précisément. Ouais, c'est de la curiosité. Après, bien sûr, il y a des experts qui vont peut-être amener des infos un peu différentes et qui vont pouvoir aider. Mais pour revenir à ce que vous disiez, au JO, c'est vrai qu'au JO, n'importe quel événement, il y a une tête qu'on voit. Il y a les sportifs qu'on voit sur le terrain et il y a possiblement l'animateur, l'ambianceur qu'on voit, le DJ. Mais derrière, il y a vraiment une palanquée de personnes qui sont derrière. Ah, c'est vers ça que je veux. Et par exemple, alors peut-être pas sur les événements sportifs avec les clubs locaux où là les budgets sont un peu moindres, mais si on prend un événement comme les JO, derrière nous, il y a un DJ par exemple en plus, il y a une topeuse ou un topeur, un régisseur, quelqu'un qui va nous parler dans l'oreille, qui va nous dire c'est à toi, tu peux parler, stop, on arrête, c'est l'hymne français, il y a quelqu'un qui nous donne des informations tout le temps, Ok. tout le temps, tout le temps. Enfin, on ne fait pas comme ça, c'est pas possible sur ces gros événements. Il va y avoir des cadreurs vidéo qui vont nous filmer en live. Il va y avoir un réalisateur vidéo. Il va y avoir le DJ Light, la personne Oui, qui donc va tout ce qui va être après lumière, ouais, la personne qui va chorégraphie gérer lumière. la personne qui va gérer le son. Il y a plein de métiers différents. Sur des gros événements en France aujourd'hui, je pense que derrière nous, il y a en pure technique, il y a entre 15 et 20 personnes qui sont derrière nous et qu'on ne voit pas, en fait, qui sont complètement dans l'ombre. Et après, il y a des chargés de projet. Au-dessus, Formidable. c'est un peu plus, c'est encore plus étalé au fur et à mesure. En tout cas, aujourd'hui, l'ambiance, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, ou en tout cas l'expérience supporter, telle qu'il a menée dans les clubs pro. Alors, vous avez parlé des Phoenix et les Spacers, mais c'est pareil pour le Stade Toulousain, y compris pour le TBC. Je regarde vite fait Vincent, mais sur d'autres éléments. Ça fait partie aujourd'hui de la donnée économique, parce qu'on ne sait pas, et en plus là on parle de hand, de volley ou de basket, on n'en sait rien de ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce que il y a des fois, on s'ennuie. Hein. Je viens du basket. Mais il y a des moments, c'est quand même pas emballant quand il y a 30 points d'écart. Donc, en fait, tout le monde s'en remet. Le président ou le responsable des partenaires, il s'en remet en fait à celui qui a le micro pour se dire bon, il faut que les gens repartent d'ici en disant bon, le match, je sais pas trop, mais on sait plus. Du coup, quelles compétences tu as développé? Qu'est-ce que tu as acquis au cours de ta carrière? Ben moi, j'ai une appétence très musicale déjà à la base. Donc, dans ce que je fais, c'est que j'adore utiliser la musique pour aller chercher le public. Alors, des fois, c'est moi qui fais la musique. Des fois, j'ai un DJ à côté. Donc, c'est un peu différent déjà. Il y a encore une autre Donc, facette. déjà, ce côté artistique. Voilà. Il y avait vraiment cette facette musicale qui m'intéressait beaucoup. Et après, comment je fais, je sais pas. Parce que Je sais pas, il y a peut-être une personne. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai pas vu. Est-ce que c'est vrai que tu as fait changer les gens de place sur des matchs de volley? Tu les fais tourner sur eux-mêmes? Ouais. C'est Oui, ça? oui. Bon, je sais pas comment tu fais. Ben, je sais pas. C'est peut-être une façon de parler, d'être, de sourire, d'être professionnel tout en étant pas détaché, mais en étant. Au début, je me disais, il faut que je sois comme les gens dans les tribunes, en fait. Il faut pas que je me mette dans la tête que. Comment dire? Je veux pas me dire, lui, il me saoule. Ouais. Oui, parce qu'il Lui, il me faut fait prendre rigoler. quand même Par contre, lui, il me fait rigoler. Lui, j'ai envie de lui suivre. Lui, j'ai envie de m'amuser avec lui. Mais par contre, lui, là, j'en peux plus. Je vais mettre des bouchons. Voilà. Ça peut arriver encore hein, pour moi. C'est possible qu'il y ait des gens qui pensent ça de moi. Mais l'idée, c'est d'essayer de se mettre dans la peau du spectateur pour justement les capter, les garder, les avoir avec soi et les avoir avec soi du début jusqu'à la fin du match. Quoi. Ok. Si vous aviez un parcours
à donner, à conseiller pour arriver non pas forcément sur ce métier-là, parce qu'on est d'accord que ce sont quand même aujourd'hui encore des métiers de niche, mais un peu comme Julien, s'il y avait quelque chose à donner comme guide ou comme orientation. Alors on a parlé STAPS, mais il n'y a peut-être pas que. Vous avez parlé de l'IAE. Il y a comme ça des écoles. Journalisme, est-ce que si je fais journaliste, je peux revenir là-dessus? Je pense que c'est possible. Après, journalisme et ambianceur, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Après, un journaliste peut devenir ambianceur comme un ambianceur pourrait devenir journaliste, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Comment? Georges Eddy. Georges Eddy, par exemple. Ouais. Bonne année. Mais si je prends par exemple l'exemple du TBC, ils ont un nouveau speaker là depuis 1 an que j'ai fait rentrer. Quelqu'un que j'ai rencontré, qui m'a expliqué, qui faisait des quiz dans des bars, qui animait des quiz dans des bars et qui me dit: «Ouais, Johan, moi j'aimerais bien essayer de travailler dans le sport, ça me fait kiffer, j'aimerais bien, ça m'intéresse, j'aimerais bien aller plus loin». Et du coup, le TBC me demande si moi je suis dispo. Je lui dis: «Ah, les gars, je pense que ça va être compliqué là, mais par contre, j'ai quelqu'un peut-être à vous proposer. Et comme il semblerait que vous ayez une histoire à écrire avec ce club à partir de maintenant, peut-être que ce serait intéressant de démarrer avec ce gars-là. Comme ça, vous commencez vraiment la première. C'est pas le début de leur histoire parce que ça existait déjà avant, mais en tout cas, la première partie de leur projet avec ce speaker-là pour grandir avec lui, quoi». Voilà. Alors justement, M. Redon, par rapport. Allez-y. Moi, en écoutant votre parcours, il y a 2 choses qui me viennent là, si on doit parler à nos jeunes qui nous écoutent. Déjà, on a un point commun que je ne soupçonnais pas, je pense pas, c'est que le lycée Joséphine Baker a un partenariat avec les Spacers. Et alors, pourquoi j'en parle? Voilà. Pourquoi j'en parle? Parce que justement, pour faire écho, en fait, comme vous disiez, mais qu'est-ce qui fait qu'un établissement, on peut démocratiser? Qu'est-ce qui fait qu'on peut donner à un établissement de l'accès? Eh bien, c'est aussi le rôle des partenariats. Et notamment, donc on a un partenariat avec l'US Colomiers aussi, d'autres partenariats. Mais ça participe à la découverte des métiers, à l'ambition et le droit à l'erreur. Oui. Parce que peut-être que l'on oublie trop souvent de le dire et que moi, en tout cas, dans mon métier personnel de direction, je suis ça ancré et convaincu qu'il faut développer et autoriser le droit à l'erreur. C'est revenu, on se trompe, on a le droit de se tromper et c'est comment accepter l'erreur, qui n'est pas un échec, parce qu'on n'a absolument pas parlé d'échec et ça, c'était important parce que, bon, dans un cursus, quand les élèves des scolaires se disent bon, ben oui, je sais pas une bonne note ou alors j'ai pas réussi ça. Bien, c'est revenu plusieurs fois. On est au-delà de ça et dans les compétences à s'orienter, se connaître soi-même, c'est aussi accepter donc de se tromper, de prendre une direction et faire le lien. Pour moi, peut-être que être un peu trop loin, mais si on est ici en lien avec le Draio, c'est parce que nos élèves de terminale, on pense aussi à Parcoursup. Et on se dit, tiens, il faut que, attention, il faut que je prenne un métier, il faut que je termine une voie, il faut que j'ai mes études. Et on nous dit trop souvent l'établissement, mais en seconde, comment passer à Parcoursup, même en terminale, mais je ne sais pas, à 17 ans, laissez-moi rêver. Mais oui, laissez-moi rêver. C'est-à-dire qu'on prend une direction et on s'octroie aussi le droit de prendre un chemin détourné et de ne pas avoir, parce que là, on voit, bon, dans le domaine du sport, STAPS, effectivement, mais est-ce que si on n'a pas fait STAPS, est-ce qu'on peut réussir? La preuve que oui. Et donc je pense que là, c'est aussi important de développer, de dire à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent, les familles, les élèves, de dire osez, trompez-vous. De toute manière, on se construit qu'à partir de nos erreurs et ça, c'est la vie. Il n'y a pas de carrière sans erreur. Il n'y a pas de succès sans erreur. Aucun entrepreneur a réussi sans C'est indispensable d'échouer. De faire des erreurs, d'échouer. Après, bon, c'est la gravité aussi des erreurs qui fait que, voilà, pas non plus s'entraîner à faire que des erreurs, hein, mais par contre, s'améliorer en continu, en permanence, se remettre en question, ça fait partie du chemin. Et nous, avec... Et on continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, c'est le cas. Aujourd'hui, moi, en tout cas, aujourd'hui, je sais qu'il y a des moments où je fais des bêtises encore. Pas des bêtises méchantes, mais ça te permet aussi de continuer à grandir. Même après. C'est notre humanité de faire des erreurs, je veux dire, tout le monde. Je pense que vous, monsieur le proviseur, vous en faites aussi. Hein. Tous les jours. Voilà. Mais ne le dites surtout pas. Et un parcours, c'est toute la vie. Un parcours, c'est toute la vie. Je pense qu'on n'apprend pas à faire des erreurs, mais on apprend à corriger. Si on n'apprend pas à corriger,
il y a des petites erreurs qui vont devenir des grosses erreurs et après des points de retour qui sont dépassés et ensuite c'est compliqué. C'est ce que je voulais dire, c'est l'accompagnement de l'erreur. Et ça, c'est notre rôle Ouais. à nous. Le mentorat, c'est co- super Comment important. accompagner l'erreur, et notamment nous dans l'équipe de PPCS, c'est des professeurs de PPCS, c'est dans la formation, dans l'évaluation formative, c'est bien, tant que je n'ai pas réussi, j'ai le droit encore de m'entraîner, j'ai le droit d'accéder jusqu'à l'acquisition de la compétence, évaluation par compétence. Et justement, promis Vincent, je ne t'ai pas oublié, mais juste, Je suis pas oui, pressé. réagir en même temps que vous, mais du coup, est-ce que si on a moins de filles dans certains secteurs, c'est parce qu'elles ont peur de se tromper, elles n'osent pas aller sur des champs sur lesquels elles se sentent pas? Alors c'est peut-être une question très bête, mais Non, je pense qu'il y a un effet de groupe aussi et je pense que la pédagogie de l'exemple, en tout cas pas de l'exemplarité, mais vraiment de l'exemple, qu'elle soit dans le bon ou dans le mauvais, en fait, ça nourrit toujours du coup l'expérience et de l'expérience naît l'expertise et que derrière, effectivement, avant de marcher, on est tous, on est tous tombés. Donc, effectivement, et j'avais entendu récemment aussi que finalement, un bon entrepreneur, c'est aussi celui qui se trompe et on ne devient peut-être qu'un bon entrepreneur qu'à partir du moment où on s'est trompé. Et que derrière, on a réajusté. oui, mais du coup, alors moi j'entends ce que vous dites, hein. Effectivement, les erreurs, on se trompe. On a tendance à dire qu'un bon entraîneur, c'est celui qui s'est déjà fait virer, parce que sinon, c'est pas un bon entraîneur. Mais là, on est dans l'orientation. Là, on rigole pas. C'est-à-dire que je fais 2 ans, 3 ans, je fais STAPS. En fait, ça me plaît pas, je recommence au bas de l'échelle. C'est hyper grave, non? Ou pas? Non, mais parce que je pense qu'effectivement, ce que disait Julien sur le fait qu'au début, quand on a 17 ans, 16 ans, on ne sait pas, ou peu ce qu'on veut faire, ou on croit savoir ce qu'on veut faire. Et en fait, effectivement, de définir quelque chose qui rentre dans un cadre à l'instant T, quand on a 17 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, puis tout va vite, va de plus en plus vite. Donc au final, effectivement, il y a quand même dans l'erreur, il y a quand même une limite, effectivement, pour pouvoir derrière corriger. Mais on le voit, les projets évoluent, le parcours et la continuité du parcours et de revenir en formation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus aussi dans les mœurs. Moi-même, je retourne en formation alors que j'ai un master, je retourne à l'école pour justement me remettre en question, valider des compétences, me questionner. Cette remise en question, au final, elle peut se solder ou pas par un diplôme, mais en tout cas, elle est nécessaire pour avancer. Alors, effectivement, pour moi, ça me paraît essentiel de ne pas avoir peur, en fait, de se lancer dans une formation, pour autant qu'on ait effectivement les bases. Je ne sais pas si M. Redon veut dire quelque chose. Je voulais juste te dire, est-ce que c'est grave? Non, tant qu'on s'épanouit et que le matin, on a envie de se lever. Et c'est une palissade, certes, mais en fait, on prévoit maintenant, peut-être, contrairement à ma génération, notre génération, on prévoit qu'au cours de notre vie, les jeunes auront 5 métiers différents. Donc là aussi, il faut se laisser, pour nos jeunes, il y a une direction à prendre. Et puis contrairement à nous, il y avait un déterminisme quand on avait notre choix. On pensait, ou que nos parents nous ont inculqué que hop, ou nous-mêmes, on prenait un métier. Bon, moi au départ, j'étais enseignant. On m'aurait dit que je devenais proviseur adjoint. Dans la direction, je pense que... Bon, déjà, effectivement, quand on dit tiens, je travaille à l'éducation nationale, c'est la remarque qu'on avait avec Mme Dupanouz. On se dit tiens, t'es prof. Et alors, on sait qu'à l'éducation nationale, et encore plus, c'est très vaste. Comme pour le sport, on dit tiens, tu fais du sport, c'est que soit tu es sportif professionnel, soit tu es entraîneur. Et on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir autour. Juste une minute, Julien, sur cette question de se tromper, ou pas d'ailleurs. Pour vous, en fait, vous n'êtes pas trompé, vous êtes juste vu que ça ne marchait pas et vous avez fait autre chose. En fait, je vais citer Andrew Taylor Still, qui est le créateur de l'ostéopathie et qui a, dans plusieurs principes fondamentaux de l'ostéopathie, il y a le mouvement, c'est la vie. Okay. Qu'est-ce qui crée le mouvement? Ça peut être la curiosité, ça va être certainement la motivation, mais ça va être surtout aussi l'action. Et lorsqu'on fait des erreurs, en fait, on apprend que ça, c'est pas moi, ou ça, c'est pas bon, et on réajuste le tir. Lorsqu'on réussit quelque chose, on ne découvre rien. En fait, parce qu'on pensait que ça allait marcher, ça marche. Donc, OK, on a juste des certitudes, quoi. Quand on se gourre, quand on se prend un mur, quand on se prend un refus, des choses comme ça, on dit, ça, c'est pas pour moi. Et du coup, on apprend à la fois sur nous-mêmes, sur notre environnement. On apprend à gérer aussi l'échec, le refus, etc. Et on recalibre. Et donc, c'est pas un arrêt,
c'est un recalibrage. Dans un entraînement, on teste des méthodes, on teste des choses, ça marche pas, on change. Et c'est le principe de la vie, en fait. La vie se construit par, OK, elle essaye quelque chose, ça marche pas, elle continue. Tac, tac, tac. Et on crée son chemin et on regarde le chemin qu'on a parcouru en se retournant. C'est bon de faire marche arrière? Alors, on fait pas marche arrière. On regarde en arrière, on se dit, ah, en fait, c'était ça, ma trajectoire. OK, là où j'en suis... Demi-tour alors. Non, on continue. D'accord, on continue tout le temps. On continue d'avancer, en fait. Et les erreurs, ça nous apprend sur nous-mêmes. Et c'est ce que je disais au début. Quand on a 16, 17 ans, on ne sait pas. Quand on a, je ne sais pas si vous connaissez le principe de puissance acquise. La puissance acquise, c'est quand dans toute notre éducation, on a eu tendance à nous dire t'es le plus fort, t'es meilleur, etc. Mais il y a aussi l'inverse qui peut se passer. Quand on a un peu dénigré, peut-être eu des mauvais professeurs, des parents qui étaient moyens, notre entourage, etc., qui nous a pas trop motivés. Si on a tendance à être sensible à ça, on peut aller vers l'échec parce qu'on pense qu'on n'est pas bon, en fait. Et il y a des gens qui n'ont pas... Alors peut-être que moi, je pense que je l'avais pas parce que j'ai toujours été plein d'énergie, de curiosité, etc. Donc j'ai tenté, quoi. J'ai eu des refus. Évidemment, ça frustre. À des fois, on se dit, mince, pourtant, ce que je propose... Mais parfois, l'idée qu'on se fait de nous, notre produit, de notre parcours, n'est peut-être pas le meilleur pour nous. Et c'est la vie qui sait pour nous mieux ce qui est pour nous optimal, on va dire. Donc, on découvre notre parcours et tant qu'on est en mouvement, c'est l'essentiel. Et pour ça, il faut tenter, il faut aller voir des gens, il faut se connecter, il faut parler, il faut rigoler, et des fois pleurer, mais c'est la vie, hein, c'est ça. Hein. Je parlais du speaker du Toulouse Basket là, tout à l'heure. En fin d'année dernière, en fin de saison dernière, je suis allé l'auditer. Je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je viens voir ce que tu fais. Je te note, entre guillemets. Voilà. Et j'ai rendu le rapport au club et à Thibaut. Et il m'a rappelé, il me dit, mais Johan, ça veut dire que en fait, tu me dis qu'il faut que j'arrête là. Je lui ai dit, mais non, surtout pas, n'arrête pas, continue. Mais par contre, prends en note tout ce que je t'ai dit. Après, tu te l'adaptes en fonction de ta personnalité et de ce que tu veux faire, mais utilise-le pour grandir encore plus, quoi. Mais ne t'arrête pas, surtout pas. Du coup, je crois que c'est de mieux en mieux. Ah bah oui, alors Il a après, été on aura viré. l'occasion d'en parler. Alors, gros talent, Thibaut. Donc, je pense que le club peut être reconnaissant de leur placer. Justement, et on va passer la parole ensemble Ouais. par rapport à ça, parce que sur l'information et l'orientation, qui sont aujourd'hui quand même des notions importantes d'accompagnement, on a effectivement la famille qui sert de premier levier, mais pas que. Et on a aussi d'autres personnes autour. Ça peut être l'entraîneur, ça peut être les gens de la famille, mais aussi les collègues. Et moi, je retiens, Julien, de ce que vous dites, c'est la notion d'action. Et là, je passe sur Vincent. Alors, vous allez vous présenter, nous dire tout ce que vous avez fait, mais la première des choses, vous aussi, du début à la fin, en mouvement, quoi. En mouvement, je pense que l'entrepreneuriat était mon passeport, parce que moi, je me suis malheureusement déscolarisé assez tôt, j'aurai l'occasion d'y revenir. Juste petite précision, ça fait depuis 2 ans que je suis plus au Toulouse Basket Club. Voilà, mais c'est bien. C'est là où on va faire un point. Mais ça veut dire quand même qu'il y en a qui n'oublient pas un peu tout ce que j'ai construit et ce que le club est aujourd'hui. Donc, merci de m'associer à ça. Mais voilà, aujourd'hui, je suis donc consultant stratégique pour les clubs sportifs, qu'ils soient en pro ou amateurs. Donc, je les accompagne sur l'élaboration de leur stratégie, sur l'amélioration de leur organisation, sur beaucoup de choses en fait, tout simplement, Oui, sur parce que c'est quand gestion, développement. renforçant sur le côté. Exactement. Donc, sous toute l'approche managériale. J'ai pas que cette casquette parce que je suis enseignant vacataire en management du sport et donc en université et en business school. Donc je vadrouille un peu partout. Et je suis aussi formateur professionnel donc auprès des clubs sportifs, beaucoup dans le mouvement sportif amateur, dans les championnats fédéraux, enfin semi-professionnels, hein, qui ont des besoins justement de se mettre en conformité, qui ont besoin aussi d'avoir une approche, un renforcement sur l'approche financière aussi. Donc ça, il y a beaucoup d'enjeux. La réalité financière des associations, on a 300 000 associations sportives en France. Et la réalité associative, c'est que c'est des entreprises à vocation sociale, mais l'aspect financier est en train de grignoter de plus en plus les organisations aujourd'hui. Et moi, c'est de
ma vocation, c'est d'accompagner ces clubs-là, justement, pour leur apporter de la méthode, de la méthodologie. J'ai même créé une matrice de contrôle de gestion qui permet de justement aussi essayer d'équilibrer un peu le modèle économique des clubs. Ouais. Donc voilà, je suis très impliqué là-dedans. Et donc, pour faire mon parcours, pour dire, pour expliquer un peu comment tout a démarré. Donc, moi, je suis des Yvelines. J'ai grandi dans un milieu rural. Je suis fils d'agriculteur. Ma mère était responsable de service jeunesse et sport. Et le cercle familial m'a pas aidé du tout à trouver ma vocation, même si ma mère, de sa position, aurait pu me trouver plein de choses. Bah, pas du tout. Ça n'a pas traversé l'esprit du tout. Donc, il y avait d'autres soucis à ce moment-là. Et donc, par contre, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est tout de suite, dès l'adolescence, de pouvoir grandir avec des expatriés américains dans mon petit village. Et c'est de commencer à fréquenter l'American School de Paris, qui est l'école de l'ambassade des États-Unis à Paris. Euh, et donc, du coup, de pouvoir y faire mon stage en management du sport avec le beau-père de mon meilleur ami. Donc, on évolue dans un environnement US, américain. C'est un décor comme aux US, hein, donc un monde parallèle. Et j'ai pu découvrir comment fonctionnaient aussi les organisations sportives dans un cadre scolaire. Parce qu'ils font les compétitions. C'est comme si on développait et on poussait l'UNSS à son paroxysme, tout à fait. Et, En termes de compétition, en termes de de- compétition d'organisation. interscolaire, oui, voilà, il y a le statut d'étudiant athlète. Ils ont 3 saisons sportives, donc ils ont un parcours sportif intéressant aussi. C'est que au-delà d'avoir un statut, de pouvoir être exempté de cours dès le jeudi après-midi pour pouvoir aller faire les compétitions à l'extérieur dans d'autres écoles d'ambassade en Europe. Ils peuvent faire 3 saisons sportives. Il y a la saison d'automne, la saison d'hiver et la saison de printemps. Donc on peut très bien, par exemple, je suis basketteur, je vais faire ma préparation de saison, je vais faire du cross-country en première saison, je vais faire ma saison de basket à fond l'hiver, et puis après, hop, au printemps, et ben, je vais enchaîner avec la saison d'athlétisme. Et c'est ce qui t'a donné envie, toi, après, de travailler pour le milieu Alors, sportif. Comment on devient, en fait, dans le marketing? Comment on moi- monte sa boîte? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se débrouille tout seul plutôt que de partir vers du salariat? Alors, au stade de troisième, j'avais pas du tout l'idée de faire ça, même si j'adorais l'environnement de l'école qui était assez, voilà, c'était un peu comme, j'étais encore un consommateur à l'époque, hein, c'était comme le décor de mes séries américaines que je regardais à la télé, donc voilà, c'était un peu ça. Mais je squattais là-bas beaucoup pour m'entraîner au basket parce que j'étais un rat des gymnases avant de devenir aujourd'hui un rat de bibliothèque. En fait, le traumatisme, il est venu surtout de mon parcours de basketteur à côté, parce que mon club a été liquidé financièrement quand j'étais dans le groupe d'entraînement de l'équipe professionnelle, voilà, à l'âge de 18 ans. Et donc, je m'étais déscolarisé pour m'entraîner 2 fois par jour. Donc, j'avais qu'un BEP en poche. Aujourd'hui, un BEP, ça ne vaut plus rien. Et donc, du coup, je travaille dans le retail, dans pas mal de magasins. Et j'arrêtais pas de me dire, mais aujourd'hui, je vends des produits, des maillots NBA, des maillots NFL, des maillots NHL et tout ça, mais je veux dire, nous, on se market pas comme les Américains ils le font. Donc la réflexion, elle est née déjà dans le retail. Et après, dans la vente, ouais, pardon, excusez-moi, dans la vente. Et donc, oui, j'ai commencé à entreprendre, à contacter les clubs et à proposer mes services sur du développement, dans un premier temps, pas sur de la gestion, mais vraiment sur du développement. Et pour les accompagner avec une approche assez mercantile des choses. Mais Donc, sans c'est devoir passer de sans- master commercial, Non, j'étais assez avec un peu sur... autodidacte. Mais j'avais déjà la vision justement de l'American School aussi, Ouais. parce qu'eux, ils avaient une approche déjà assez marchande dans les murs de l'école, assez communautaire aussi. Donc ça m'a permis plus tard de théoriser aussi certaines choses.
Euh, donc voilà, donc de toute façon, moi je me suis fait de toute façon en élaborant sur le terrain. Donc, tu vois, essais, erreurs, tests. Ah oui, oui, puis plein de métiers. J'ai fait 50 dates de speaker. Ça m'a permis de collaborer avec les Harlem Globetrotters notamment. Donc merci Jamil Rossi, je sais pas si tu le connais. Si. Donc il m'a donné l'opportunité. Nous, on ne connaît pas. Ouais, ouais. Ah, c'est le milieu fermé des speakers. Mais ça m'a permis, ouais, du basket aussi, ouais. Ça m'a permis voilà, d'avoir des opportunités, de découvrir, bah voilà, si j'étais fait pour ça ou pas, hein, Donc, toi, simplement. concrètement, bac ou pas bac? Alors, on va y Je venir. vais être très clair, parce que je reviens juste, je me le suis noté, j'ai dit ça, je ne dois pas laisser passer. Tu dis aujourd'hui, avec un BEP, ça ne sert à Ouais, rien. Tout ce que aujourd'hui, tu j'ai dis. un master. Voilà. J'ai eu en validation des acquis. Mais moi, je vais juste me permettre, parce que j'ai un frangin qui a que un BEP et qui aujourd'hui gagne très très bien sa vie dans la logistique et le transport. Ouais. Donc non, le BEP, ça ne sert pas que à rien. Alors, Justement, tu reprécises la, un peu la- ça, la parce que- la transition est toute faite. Alors, Ouais. avec mon BEP, ça m'a pas empêché, en auto-entrepreneur, de travailler avec Under Armour et de lancer la gamme basket en France pendant 2 ans. C'est un Euh, BEP quoi que tu avais passé? un BEP vente action marchande. Vente action, ok. J'ai un bébé aussi, et je suis d'accord avec ça dépend ce que tu fais. Avec, Exactement, ça dépend ce que tu... travailler dans un club ou être salarié en France, c'est compliqué. Par contre, travailler en direct avec une entreprise américaine qui est basée à Amsterdam, il n'y a aucun souci, quoi. Donc c'est un peu la conformité aussi de notre administration et de pouvoir aussi, voilà, qui complique un peu peut-être l'insertion aussi. Mais après, derrière, bah, se lancer à son compte et essayer justement bah, de se découvrir comme ça en traçant soi-même son chemin. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Après, Tu as démarré avec un BEP là, et là, tu as un master. là, j'ai un master. Alors, après, j'ai eu ce chemin de rédemption. J'ai eu, après Under Armour, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'industrie agroalimentaire. Ça m'a sorti vraiment de ma zone de confort côté marketing. Ça, j'ai eu un patron qui m'a donné ma chance et il m'a mis à côté de son bureau. Il m'a dit, je veux tout apprendre. Donc ça, je veux dire, ouais, ok, d'accord, super. Bon, j'avais la chance de parler anglais, donc c'était dans une boîte import-export. Et donc, du coup, j'ai découvert bah, tout le fonctionnement d'une entreprise dans l'agroalimentaire, tous les process avec les centrales d'achat, Intermarché, Leclerc, et j'ai mis en conformité la boîte pour pouvoir répondre à ces critères-là. Ensuite, tu as transposé ça sur. Et j'avais voilà, une forte envie de m'accomplir aussi, hein. C'est ça, en fait, hein. C'est-à-dire de t'accomplir, c'est-à-dire d'être heureux tous les jours quand tu te lèves. Bah, c'est surtout Non, de... parce que c'est aujourd'hui quand même une des choses sur lesquelles on nous dit, on dit tiens le matin, j'ai envie d'aller au boulot tous les jours avec le soleil, le sourire et Bah, là, c'était intéressant parce que j'avais quand même un projet, un beau terrain de jeu. Voilà, j'ai refait toute la chaîne supply chain d'une entreprise, donc tout le réseau transport. J'ai réaménagé un entrepôt de 2200 mètres carrés pour en optimiser le stockage. J'ai refait toute la base de données produits. Enfin, j'ai tout fait. Et ça m'a permis de faire une validation des acquis, de passer d'un bac-2 à un bac+2. voilà. Alors, Donc j'ai sauté par-dessus le bac. on a mis un peu, mais effectivement, c'était l'un des éléments sur lesquels on n'avait pas abordé, c'est la validation des acquis. validation. La validation des acquis. Et après, j'ai enchaîné tout de suite. Le lendemain de mon jury d'examen, j'ai demandé d'avoir juste la validation, d'avoir un bulletin, voilà, comme quoi j'avais bien eu, pour pouvoir m'inscrire tout de suite à l'université Lyon 1 sur un programme licence gestion et développement des organisations sportives que j'ai terminé en tant que major de promo, voilà, avec 17 sur 20 sur mon mémoire final. Une lettre de recommandation pour enseigner aussi en tant que vacataire. Et voilà, et donc j'ai travaillé dans un grand club de basket aussi, le plus grand club en volume de licenciés. Et j'étais au lancement du Paris Basketball, donc le club de la capitale, avec David Kahn, un Américain qui débarque de NBA. Et voilà, et donc moi j'étais prêt parce que je parlais déjà couramment anglais. Je suis même marié avec une américaine, donc, voilà, donc j'étais, on va dire, plutôt conforme voilà, au projet. Et donc on a mis à flot le club de la capitale. On a tout dessiné dès la première année. Mais après, j'ai été rattrapé par la vie personnelle, ma vie familiale, et ma femme a été mutée à Toulouse, et donc je l'ai rejoint ici. Donc c'est pour ça que j'ai... parcours de toute façon, un parcours là aussi multiple, Ouais. fait d'expérience et
de découverte, de réseau, de tentatives. C'est ça. Au départ, de toute façon, tu te mets là-dedans. Enfin, du coup, oui, je te tutoie parce que. Ouais. C'est bon, on peut. Ça y est, j'ai Ah. tenu, ouais, non. On peut plus, on peut 10 minutes d'émission et j'aurais pas tenu jusqu'au bout, mais, ouais. Non, donc effectivement, tout ce parcours-là, en fait, dernière question, au tout départ, tu veux être vendeur, puisque tu passes un BEP là-dedans, c'est-à-dire que c'est vraiment ce côté-là qui te... Non, bah non, on m'a orienté là parce que bon, j'étais vraiment en décrochage scolaire et c'était un peu la voie de garage. C'est pas forcément ce que je voulais faire, mais après, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais, c'était être basketteur pro jusqu'à mes 18, Donc, 19 ans. on t'aurait proposé n'importe quelle filière, peut-être que tu aurais... peut-être. Peut-être, mais voilà, après, j'ai bien décidé, j'avais l'occasion de pouvoir être entraîneur de basket. J'ai décidé plutôt de m'orienter sur la partie administrative, D'accord. développement. Ok. Merci. Alors oui, du coup, fin d'émission, j'ai une gestion du chrono qui n'est pas très très bonne aujourd'hui, mais je voulais absolument qu'on puisse évoquer avec vous Monsieur Sadek Madi. Voilà, voilà, si on peut vous passer le micro. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Oui, Sadek Madi, donc je suis chef de projet, je travaille au sein de la DRAIO, Direction de région académique à l'information et l'orientation. Moi, j'étais avant psychologue éducation nationale en charge de l'orientation des jeunes en collège, lycée, puis directeur de CIO, centre d'information d'orientation, directeur de service, et puis là maintenant chef de projet sur le pôle pédagogie de l'orientation. Voilà. Et en lien notamment avec le partenariat. Notamment, voilà, le partenariat. En fait, notre mission pour le pôle pédagogie de l'orientation, c'est comment accompagner les acteurs de l'orientation voilà, en établissement. Qu'est-ce que l'on fait avec les professeurs principaux, les psychologues éducation nationale, les chefs d'établissement, les référents découverte des métiers, sur la découverte des métiers. Comment est-ce qu'on les accompagne pour travailler l'orientation auprès des jeunes. Et quand vous entendez ces parcours... Et oui, j'ai un mot qui me vient, moi, c'est le mouvement. Voilà. Le mouvement, en fait, qui sous-tend la connaissance de soi, animé par un esprit de curiosité, et on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien qui est figé. Les parcours ne sont pas du tout linéaires, sont plutôt circulaires quand on les regarde, on les analyse finement. Et le mouvement, parce que le mouvement de la vie, les mutations, la famille, les accidents, les rencontres, pas d'échecs, mais des étapes pour se questionner, rebondir, faire des rencontres, être ouvert, s'ouvrir à ce qui se présente à soi, ici et maintenant, se questionner et puis initier l'autre démarche, un autre parcours. Et finalement, la connaissance de soi, elle n'est pas du tout... en fait, elle est illimitée. C'est pour ça que les parcours sont constamment en évolution, en fait, parce que tout simplement, on change. Et à chaque fois, on a envie d'être en résonance, en fait, avec une activité ou un métier qui fait vibrer, quoi. Voilà, en fonction de là où on en est à l'instant T. Et tout l'objet, justement, c'est d'accompagner maintenant de plus en plus la compétence à s'orienter pour en fait amener les élèves à développer les compétences qui vont les amener à se questionner eux-mêmes face à l'information qu'ils vont recevoir. Est-elle fiable? Quelle source? Comment je vérifie l'information? Comment je me questionne à travers telle et telle expérience? Par exemple, un stage qui a déçu ou une période d'immersion professionnelle qui a déçu, c'est pas un échec, au contraire, hein. Ça aide à se rendre compte, ça, c'est pas pour moi. Et du coup, je me questionne et j'avance, mais je sais que ce domaine-là, il n'est pas pour moi. Donc, il n'y a pas d'échec, mais des étapes qu'il faut passer et qui sont là aussi, qui demandent quand même à être accompagnés, à être outillés. Les compétences à s'orienter, c'est ça. C'est se questionner, c'est s'autoriser à rêver aussi. Ça fait partie de ce référentiel-là. Juste vous dire qu'il y a l'ONICEP a développé le référentiel des compétences à s'orienter pour le collège et le lycée, avec des compétences définies sous forme de 3 blocs, avec quand même comme toile de fond, comme structure, la connaissance de soi. Parce que c'est en fait, je trouve qu'on parle que de ça depuis tout à l'heure. Comment j'ai appris à me connaître à travers en fait les épreuves de la vie et à travers des rencontres. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, comment donner envie aux jeunes, moi je trouve que les parcours un peu atypiques sont inspirants. C'est vrai que c'est ce qu'on a essayé de faire. Et d'ailleurs, même s'il nous reste 2 minutes avant de conclure, je vais déjà vous remercier tous d'être présents sur cette émission, parce qu'effectivement, on prend du temps sur soi, sur son activité professionnelle, sur son plan personnel, etc. Donc merci déjà d'être venu là pour témoigner de l'ensemble de ces parcours. Souvent on dit inspirant, mais en tout cas, je ne sais pas pour les gens qui sont derrière leur écran,
moi, je sais que ça m'a beaucoup éclairé sur différents domaines et puis sur des caractéristiques, sur les caractères aussi Tout à fait. de ces personnes. Si vous avez un dernier mot, on a 30 secondes pour. Alors, soit on commence par vous, Monsieur Madi, soit on fait, puis évidemment, c'est Madame Dupanloup qui Je l'ai dit tout à l'heure, le mouvement. Voilà, pour moi, ça a été vraiment le terme là qui m'a. retient. Oui, oui, le mouvement de la vie qui s'exprime à travers les rencontres et les expériences. Moi, je dirais que l'individu se développe dans le collectif. Très bien. Et que la connexion, voilà, le networking, etc., tout ça se fait parce que on va à la rencontre des gens en faisant des expériences et on se développe du coup soi-même. Donc on aide les autres à se développer, on s'aide, mais c'est vraiment l'individu qui se développe à travers le collectif. Enfin, pour moi, c'est... ouais. Merci, Julien. Moi, j'aime bien ce qu'il dit. La opportunité et pas avoir peur d'y aller. Donner du sens à ce que vous faites, tout simplement. Voilà, faut avoir une raison de se lever le matin et d'être de bonne humeur. Voilà. Marion. Enfin, Madame Boistard, du coup. Moi, je dirais effectivement, prenez du plaisir déjà et l'environnement aussi vous aidera sans doute et à vous comprendre et sans doute à vous trouver aussi. Puisque j'ai déjà beaucoup parlé, très rapidement, en un mot, oser. Alors, ça, juste de mon côté, je remercie à nouveau vraiment les équipes de la CAPNUM, du CREPS, ici de Toulouse, Thaïs et Clémence, et un très grand merci à Olivier Dulac pour tout son accompagnement tout au long de ce gros projet. Voilà, merci beaucoup Thaïs, c'est un travail colossal. J'aurais jamais cru en fait qu'organiser toutes ces émissions-là soit aussi. Donc voilà, merci beaucoup Thaïs et alors Clémence qui a dû partir mais qui a fait toutes les émissions de la semaine dernière. Merci Olivier pour tout ça. Juste 30 secondes pour dire que le campus des métiers et des qualifications, développement du secteur sportif dont je suis le directeur, travaille en collaboration évidemment avec la DRAIO, mais également avec un certain nombre d'intervenants. Si dans vos lycées ou auprès de vos PSIEN ou auprès de vos CIO, vous souhaitez organiser ce type-là, rapprochez-vous, site cmq-occitanie.sport.gouv.fr, je le mettrai dans le chat. Voilà. Et on peut organiser aussi des moments comme ça de partage. Alors, Vincent dit déjà oui, pas besoin de mais en tout cas, je sais qu'effectivement, sur des temps, calés, cadrés, organisés, etc., ce sont des choses qui peuvent être faites. Puis vous avez vu, ils peuvent parler de tout. Moi, je vous remercie beaucoup, Madame Dupanloup, de votre confiance et de ce partenariat que nous avons monté pour cette émission. Je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie. Je vais remercier aussi parce qu'à travers vraiment tous ces témoignages et à travers cet événement, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre à travers les 3 principes que j'ai donnés, et vous en êtes la preuve vivante, tout cette envie de faire. Je souligne aussi que c'est pas simple. Il faut aussi que les équipes qui accompagnent les élèves et les élèves qui étaient là se rendent compte aussi du travail que vous avez aussi eu à faire et à donner. Vous parliez des heures, vous parliez de la formation. Au-delà de la curiosité, au-delà des échecs qui sont pas des échecs, qui sont une acquisition de compétences qu'on remet en fin de compte et qu'on retransforme dans d'autres expériences. Mais tout ça, c'est ça qu'il faut montrer aux élèves. C'est ça, au-delà, comme je disais, des noms de métiers. Vous êtes les preuves vivantes qu'il n'y a pas un métier, il n'y a pas un seul métier. Vous disiez tout à l'heure, on ne fait pas le même métier, mais même si on fait le même métier, ils évoluent tellement maintenant que de toute façon, même si on fait le même métier, c'est plus le même. Je crois qu'enseignant d'il y a quelques années, c'est plus enseignant de maintenant. Je pense aussi que proviseur, c'est la même chose. Bon, on a vraiment un contexte d'évolution, un contexte des métiers, et puis on voit à travers vos expériences, et c'est vraiment sur ça que je vais donner le mot de la fin, c'est avoir envie, mais se donner les moyens. Voilà. Alors, encore merci à vous parce que c'était vraiment des témoignages qui sont vraiment précieux pour toute la communauté éducative. Merci. Et merci aux équipes également du CREPS. Merci et à l'année prochaine. Tout à fait. Thank you.